Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour également à ceux qui nous rejoignent en ligne. Merci d'être avec nous. Donc moi, je suis ravi d'être ici pour cette 10e édition du Big. Donc moi, je m'appelle Malek Fiwan. Je suis référent conseil chez BPI France Investissement. Donc je travaille à la direction de l'accompagnement. Notre job, c'est d'aller sur le terrain. Beaucoup sur le terrain. Et on a des équipes qui font un travail sur tout le territoire incroyable. Donc voilà. Alors, moi, je vais juste avoir le plaisir d'animer cet échange et donc avec nos deux intervenants que je vais présenter dans un instant. Alors, juste un petit mot pour faire le lien avec la thématique du jour, hein, qui est le progrès. Euh, le progrès, finalement, c'est pas juste faire des découvertes, c'est pas juste l'innovation, c'est pas juste de la science. Il y a une logique de finalité. Et donc, dans le progrès, il n'y a pas juste faire des choses nouvelles, il y a aussi faire mieux ce qu'on faisait avant. Et c'est pas évidemment parce qu'on a une super innovation que le monde existant, le monde actuel, d'un coup, il se met à totalement disparaître. Et donc, là, vous me voyez venir à des kilomètres, puisque le point commun de nos deux intervenants, c'est de travailler dans deux entreprises dites établies, donc des grands groupes, qui travaillent toutes les deux avec des startups et des startups industrielles sur la partie innovation et qui sont également très innovantes en interne. Donc, on a le plaisir d'être avec Nathalie Ray. Nathalie, tu es directrice du hub d'innovation de Renault. Je vais le dire en français, le futur est neutre en empreinte environnementale, donc The Future is Neutral, c'est le nom en bon breton. J'en profite pour une parenthèse. C'est un hub d'innovation qui a été central dans l'histoire récente de la Refactory de Renault. Je ne sais pas si certains parmi vous, ouais, j'en vois qui hochent la tête. C'est quand même une usine sur laquelle cette année on a produit le dernier véhicule. Elle devait mettre la clé sous la porte et les 2000 emplois ont été sauvés. Donc au passage, bravo aux équipes pour ça. Et on va en reparler. Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous. Et on a le plaisir d'avoir David Gliger, qui est donc directeur général de la transformation digitale, qui est CDO, donc je vais essayer de le dire en breton aussi, donc Chief Digital Officer et membre COMEX Group. Et également cofondateur d'un hub d'open innovation, donc mise en relation avec des startups, PME, TI, et on a également les académiques, et on a également les centres de recherche. Merci David d'être avec nous. Alors on va commencer, Nathalie. Donc Renault, tout le monde connaît. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le hub d'open innovation, donc The Future is Neutral? Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors peut-être pour expliquer un petit peu le contexte donc de The Future is Neutral. The Future is Neutral, c'est une nouvelle entité qui a été lancée par le groupe Renault et qui est dédiée à l'économie circulaire dans le secteur automobile. La mission de The Future is Neutral, donc, qui est vraiment une nouvelle entité globale du groupe, part d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, 85% des matières dans une auto sont recyclables et seulement 30% sont réintégrées dans le cycle de production. Et la mission de The Future is Neutral, c'est de changer en fait ce ratio et pour ce faire, de développer en fait des services liés à l'économie circulaire pour l'ensemble du secteur auto. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire réparer, remanufacturer, réemployer si on n'a pas pu faire tout ça, recycler l'ensemble des composants d'une auto. Donc ça, c'est une nouvelle entité et une partie de ces activités se font sur un site industriel qui est la Refactory dans les Yvelines à côté de Flins. Parce que on pense que pour avoir de l'impact dans l'ensemble du secteur automobile, il faut penser à l'échelle industrielle. Et donc on est aussi ici pour parler d'industrie verte. Donc cette usine est dédiée aujourd'hui à l'économie circulaire. Il se trouve que dans ce projet, dès l'origine, il y avait la volonté de créer un hub d'innovation. Donc, c'est l'une des activités. Et la mission de ce hub, c'est vraiment d'aller détecter et soutenir les startups qui ont un rôle dans
la mobilité, l'énergie, et puis tout ce qu'on a appelé la circular tech, donc favoriser l'économie circulaire. D'ailleurs, je salue parce qu'il y a certaines des startups qui sont ici présentes aujourd'hui. On fait 3 choses en fait au sein de ce hub pour détecter et soutenir les startups. On a un programme d'incubation. On a dont la 3e promo est ici aujourd'hui pour amener l'économie circulaire et développer des solutions nouvelles en matière d'économie circulaire. On a une activité aussi d'industrialisation de start-up au sein de l'usine. Donc, ce n'est pas quelque chose de théorique, hein, c'est vraiment de développer des lignes de production pour les start-up au sein de cette usine. Et puis enfin, on a des lieux d'hébergement pour héberger des PME et des start-up pour les intégrer dans cet écosystème. Et quand on les héberge, qu'elles industrialisent, elles font une partie de leur chiffre d'affaires avec les débouchés de l'usine. Pour certaines. L'idée, c'est vraiment de travailler sur un écosystème et de fédérer tous les acteurs qui vont contribuer en effet dans la chaîne de valeur à l'économie circulaire. Merci Nathalie. David, sur la plateforme, elle s'appelle Défi 4. Défi 4, oui. Donc nous, notre côté, nous avons pour véritablement ambition de devenir un des leaders de l'industrie 4.0 dans un domaine comme la sidérurgie, mais également en France, en Europe. Et donc on a eu le plaisir de créer 2 entités qui sont 2 labs juste à côté de nos usines pour justement faire percoler à la fois innovation, permettre à ce que tout l'écosystème autour d'un grand groupe comme nous puisse se transformer dans ces défis et ces enjeux à court terme que sont la digitalisation et la décarbonation. Et donc d'offrir véritablement aujourd'hui une passerelle où entre grands groupes, structures de PME, TPE, start-up, nous pouvons co-créer un environnement favorable qui permet véritablement de créer les conditions d'une réussite industrielle dans différents domaines, que ce soit la cybersécurité, la 5G, puisque nous avons le plus grand réseau 5G de France, également sur des domaines différents comme l'IA ou l'IA générative, et comment faire que ces solutions soient au plus près des opérateurs dans les usines pour véritablement réussir les défis de la transformation. Donc Défi 4, c'est une association que nous avons fondée non pas seule, mais véritablement avec 8 membres fondateurs, dont une start-up qui est une licorne française, qui est Vercor. Donc pour ceux qui connaissent, c'est véritablement la future Gigafactory française en termes de batterie. Et donc, fort de notre expérience industrielle, puisque ce sont nos voisins maintenant sur Dunkerque, nous allons véritablement, avec non seulement des fédérations de clubs d'entreprises, de PME, TPE, les CCI des régions, donc, puisque nous rayonnons sur différentes régions, nous représentons aujourd'hui 10 000 salariés, plus de 350 PME, TPE, qui se réunissent dans un écosystème favorable pour créer les conditions d'une transformation et d'un déploiement des solutions digitales et des programmes de transformation à l'échelle globale pour faire bénéficier tout un écosystème de ces performances qui aujourd'hui, puisqu'on le sait tous, beaucoup de transformations, même si beaucoup d'entreprises ont lancé des grands programmes de transformation, 83% annoncent des programmes de transformation digitale, quasiment seulement 30% de ces projets réussissent. Donc il est vraiment important d'accompagner, de former. Et donc c'est là tout l'intérêt de Défi 4, c'est de former, d'offrir des solutions pragmatiques pour créer un écosystème favorable dans la réussite, dans le succès des transformations des territoires. Merci David. Et est-ce que de la même façon, ça crée un terrain dans lequel les startups peuvent rencontrer des groupes comme Arcelor ou les autres grands groupes et y trouver des débouchés et y trouver aussi un soutien de terrain, comme chez Renault, pour s'industrialiser et puis apprendre des gens qui étaient là un peu avant? Alors, pour nous, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, ce que l'on se rend compte, c'est qu'on a créé un mapping avec France Digital, dont je fais partie, et fondamentalement, on voit que beaucoup de startups, au final, sont peu orientées dans le domaine industriel. En fait, on a fait ce mapping et au final, vous avez à peu près aux alentours de moins de 1000 startups qui aujourd'hui, hors fondamentaux, les enjeux de transformation dans l'industrie sont majeurs. Donc, il est important aussi de faire percoler le monde de la start-up avec le monde de l'industrie. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir des start-up dans nos labs de manière à co-travailler avec nos équipes au plus près du terrain pour générer des solutions. J'en dirai quelques mots après sur des exemples concrets puisque nous intégrons des solutions de start-up à l'échelle et nous offrons bien sûr un terrain, on va dire, à l'échelle mondiale, puisque effectivement ce qui fonctionne au sein de la France peut fonctionner au niveau international. J'en dirai quelques mots après. Et c'est surtout aussi de la méthodologie, parce qu'on a aidé certaines startups, donc je suis le premier client de certaines à avoir expliqué ce que c'est que de signer avec un grand groupe. Donc c'est aussi important d'expliquer que beaucoup de jeunes hommes et jeunes femmes qui se lancent dans ces aventures
doivent comprendre ce que c'est que travailler avec un grand groupe et effectivement et comprendre les créations d'une interface et aider aussi à comprendre ce que c'est qu'une stratégie, comment on construit une roadmap, comment on construit véritablement d'une bonne idée à une industrialisation. Il y a plusieurs étapes à faire, donc c'est aussi ça notre objectif à travers Defi 4, c'est former des hommes et des femmes de start-up ou de PME, TPE à pouvoir véritablement comprendre les mécanismes, apprendre à former et co-créer leur roadmap en fonction des roadmaps des différents industriels présents pour qu'ils puissent rentrer dans la roue de ces industriels et proposer des solutions pragmatiques, pratiques à destination des opérateurs et des usines d'un groupe comme le nôtre. Et de le faire avec le bon niveau d'exigence, de temporalité, etc. On a parlé de transformation. J'aime bien la notion de défi dans le nom de Defi 4. Est-ce qu'on peut dire un mot, là on peut y passer 3-4 minutes, pour décrire les grands projets d'usines vertes côté Arcelor, / décarbonation. / décarbonation. Alors le / est important parce que aujourd'hui, dans un secteur comme le nôtre, effectivement, c'est un enjeu majeur que de réussir ces grands défis. Donc ArcelorMittal a annoncé effectivement son ambition de réduire ses émissions de 35% de CO2 à l'horizon 2030 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050, suite à la COP 21. Et nous n'attendons pas effectivement 2050 puisque nous sommes déjà au cœur de ces problématiques. Nous avons déjà, par exemple, sur un site comme Dunkerque, mis en œuvre le déploiement d'acier recyclé. Donc un site comme Dunkerque peut accueillir aujourd'hui 1 million de tonnes supplémentaires d'acier recyclé. Donc ça tombe très bien par rapport à ce qu'on a dit précédemment, puisque l'une des matières les plus recyclables, c'est l'acier, directement. Et donc aujourd'hui, nous offrons un produit qui est directement mis à disposition de nos clients, qui comprend toutes les problématiques de recyclage et derrière. Et donc nous avons créé toutes les conditions de traçabilité de cet acier recyclé, qu'ils viennent de différents endroits de France ou d'Europe, et de manière à pouvoir l'intégrer à travers des outils performants comme la 5G, et effectivement la mobilité des opérateurs pour tracer véritablement l'arrivée de cet acier recyclé sous différentes formes, par camion, par train, jusqu'à l'enfournement global, tout ça avec des nouvelles technologies et tout ça avec l'accompagnement de nos partenaires. Nous avons un autre grand projet, puisqu'on parle de batteries qui sont très importantes, avec Verkor par exemple, mais nous avons un grand projet en 2025. ArcelorMittal va déployer en France une usine qui a pour vocation de créer des aciers électriques. Alors ce sont des aciers qui vont participer au rotor des moteurs des véhicules électriques. Donc c'est une nouvelle usine française qui va voir le jour et qui va être déjà full digital by design par mes équipes, déployée en 5G également by design, mais également qui va bénéficier de sa proximité immédiate de l'usine de Gravelines, qui offre effectivement aujourd'hui des conditions électriques qui vont fournir à cette usine une chaîne de valeur complète pour pouvoir accompagner la transformation de la mobilité en France à travers des véhicules avec les constructeurs présents en France et en Europe, mais également les moteurs et également les batteries directement, puisque malheureusement un véhicule a encore besoin d'un moteur, et donc nous intervenons pour offrir les conditions pour que ces véhicules. Et le grand enjeu, c'est effectivement, aujourd'hui, toutes nos équipes sont mobilisées pour préparer la décarbonation de notre procédé, non seulement en France, mais au niveau mondial. Et donc, toutes nos équipes sont constituées, mobilisées pour évaluer, chiffrer, préparer ces projets, et donc de manière à apporter une réponse, on va dire, cohérente dans les mois et années à venir. 2 questions très rapides. La première, donc, sur le recyclage. Donc on parle de 30% en ordre de grandeur, donc ça veut dire 30% d'acier sur lequel l'aval, il est tout électrique, c'est ça? Voilà, l'aval est électrique, enfin en tout cas sur cette usine, et effectivement l'objectif c'est qu'à terme, quand vous consommerez 1 kg d'acier, 25% sera déjà de l'acier recyclé. Donc ça montre directement aujourd'hui tout l'enjeu qui est directement dans cette transformation que nous sommes en train de mener, et donc il est important de structurer les produits, la filière et l'ensemble vis-à-vis de tout ça. Et on ne pourra pas le faire, on ne peut pas le faire sans des technologies innovantes. Et encore une fois, sans de la 5G, sans des startups, sans des partenaires qui nous aident aussi à réussir ces challenges. Et sur la partie moteur, en ordre de grandeur, l'usine, c'est combien de salariés et c'est quelle quantité? Alors nous allons faire dans un premier temps 200 000 tonnes. C'est vraiment une usine. En fait, c'est plus qu'une usine puisque c'est 5 lignes de production combinées. Donc c'est 200 000 tonnes annuelles. Et il y aura à peu près aux alentours de 200 salariés qui seront complètement dédiés dans cette usine full digital. Très, très beau projet. Merci, merci David. Nathalie, est-ce qu'on peut se parler de Refactory et du lien justement avec notre hub d'innovation?
En sachant que ce qui va nous intéresser dans cette question, c'est pas l'aspect que connaît le grand public, c'est la recette interne. En gros, les ingrédients qui ont fait que ça marche. Alors en effet, comme je disais tout à l'heure, l'ambition c'est vraiment d'amener l'ensemble des piliers en fait de l'économie circulaire dans le secteur auto. Donc on retrouve un peu des activités similaires pour recycler les matériaux, développer en fait la réparabilité, le remanufacturing, etc. Et finalement, on a une usine aujourd'hui qui est dédiée à ça, donc qui s'appelle la Refactory, donc certains connaissent. Et en fait, il se trouve que Malek a visité cette usine. Et en fait, ce qu'il a envie en fait, que je raconte, c'est l'histoire de cette usine. En fait. L'histoire de cette usine, elle est singulière parce que la Refactory, c'est l'usine de Flins qui est une usine historique du groupe Renault qui a vu plein d'icônes de la marque. Et donc, le dernier véhicule étant la Zoé. Et l'histoire de cette usine, c'est l'aventure en fait de la fin de l'assemblage de la Zoé, puisque aujourd'hui toutes les véhicules électriques sont situés justement au nord de la France. Et donc l'aventure de cette usine, si finalement c'est la fin d'une activité qui était l'assemblage de véhicules. Et donc évidemment, on apprend ça donc en 2019 et c'est là que naît en fait le projet de la Refactory. Donc la Refactory, en quelques mots, c'est de se dire, voilà, on a une usine, il n'est pas question de la fermer. L'aventure de la Refactory, c'est la reconversion d'un site industriel. Donc c'est aussi ça, l'industrie verte, hein, c'est d'opérer des activités d'économie circulaire, mais aussi de capitaliser sur son appareil industriel. Et donc l'aventure de la Refactory, c'est donc en 2019 cette usine qui est vouée à disparaître et finalement la naissance de la Refactory qui est de pouvoir en 4 ans, donc au moment où on apprend la fin de l'activité de la Zoé et là il y a quelques mois on a arrêté de produire la Zoé. Donc en 4 ans, c'est comment on transforme en fait cette usine dans le premier écosystème d'économie circulaire européen. Ou autrement dit, comment est-ce qu'on va accompagner en fait le développement de nouvelles activités en matière d'économie circulaire et avec un engagement qui est pris de réintégrer en fait les 2000 salariés de cette usine et de les accompagner en fait dans la formation et la mise en œuvre en fait des activités d'économie circulaire. Et finalement, la Refactory, cette aventure, ce qui est une belle aventure, c'est une opportunité finalement qu'on a saisie pour développer les activités d'économie circulaire à l'échelle industrielle. Donc évidemment, on ne part pas de zéro, hein, le groupe est engagé depuis très longtemps dans l'économie circulaire. Mais avec cette Refactory, on peut véritablement développer en fait de nouvelles activités sur ce site et assurer en fait la pérennité du site en réintégrant l'ensemble des salariés. Merci Nathalie. Et il y a des ingrédients aussi de management, parce qu'au final, donc on annonce qu'on va produire le dernier véhicule en 2024. On l'annonce il y a combien de temps? Il y a 3 ans, 4 ans? L'information. C'était en 2020. Ouais. C'était en 2020, donc 4 ans. La direction générale, donc, elle donne quand même des ressources, elle permet un maintien de l'emploi, donc il y a un vrai soutien. Par contre, il y a une délégation de l'innovation et des propositions, c'est-à-dire que c'est les équipes qui sont en charge de trouver des projets avec de la circularité. Et c'était quoi les critères? Il fallait que ce soit rentable. Alors l'idée en fait c'était qu'il y ait un impact en fait sur une contribution dans l'économie circulaire. Le deuxième critère c'est que ce soit générateur d'emplois puisque l'idée c'est de pouvoir développer les activités. Et le troisième critère c'est la rentabilité parce que nous on pense que l'économie circulaire on peut pas en fait opposer économie et écologie et donc il faut vraiment aller penser les deux ensemble et donc les projets devaient être pensés aussi pour être tenables et rentables. D'où l'innovation qui remonte des équipes et des écosystèmes de start-up. Très très bien. Et un mot donc sur les start-up avec lesquelles on travaille. Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes avec un ou deux exemples concrets?
Oui, alors évidemment, pour bien comprendre le projet de la Refactory et les ambitions de Future is Neutral, c'est une stratégie globale qui est portée par le groupe Renault. Au niveau de moi, mes activités donc, du hub d'innovation, l'idée c'est vraiment de pouvoir embarquer en fait, les startups dans cette aventure. Et c'est vrai que grâce à la reconversion du site industriel, on a pu faire des choses qui sont inédites. On a eu des opportunités. Donc la première, en fait, c'est vraiment de pouvoir intégrer au sein de la Refactory des lignes d'assemblage, donc vraiment dédiées aux startups. Donc la première ligne d'assemblage, on l'a montée avec une startup qui s'appelle Virvolt, qui travaille en fait dans l'électrification des vélos. Et avec eux, on a pu mettre en place en fait une offre pour développer leur ligne d'assemblage au sein de Renault. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser les expertises du groupe, mais aussi la main-d'œuvre, les moyens industriels, et de pouvoir finalement capitaliser sur l'ensemble de ce qu'on a dans une usine pour le mettre au service en fait de la production des startups. Donc ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple qui est d'une autre nature, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Tolv. Donc Tolv, c'est une start-up qui a mis en place une solution, un kit de rétrofit pour les véhicules master, donc plutôt des gros véhicules. Et donc, avec ce projet, en fait, on a aidé Tolv à intégrer en fait, les kits de rétrofit dans les masters. Et on vient de lancer en fait une première ligne d'assemblage pour intégrer en fait les kits de Tolv dans le master de leurs clients. Donc on a ça. Et puis après, il y a tout l'écosystème de start-up avec lesquels on va travailler et développer les projets. Donc on a Routine, Badcapt, Wirossi, J2R qui vont intégrer en fait l'écosystème, et on va travailler ensemble sur la prise en compte de l'économie circulaire, mais aussi ils amènent des solutions potentielles pour favoriser en fait l'économie circulaire, donc toujours dans ce qui est notre savoir-faire, c'est-à-dire la mobilité et l'énergie. Merci Nathalie, et merci au passage aux startups en question d'être passé nous rejoindre. David, une question qui est un peu du même ordre. Quand j'avais visité le site donc de Dunkerque, ce qui m'avait frappé, moi, c'est le gigantisme. En fait, c'est immense. Mmh. Et à l'extérieur, on me disait décarboner ce genre d'activité, c'est impossible. Et quand j'ai rencontré les équipes, en fait, c'est pas du tout ce qui ressort. C'est pas impossible. Non seulement ils ont envie d'y aller, et puis ils proposent des solutions. Et il y a un peu la même chose que ce que décrivait là Nathalie, c'est des propositions qui viennent des équipes et qui viennent de l'innovation et qui viennent des écosystèmes. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce côté Voilà, juste pour préciser, un site comme Dunkerque, c'est 10 km². Donc, voilà, vous avez un gigantisme à la fois. Vous pouvez avoir un laminoir à chaud, c'est 700 mètres de long. Donc, quand vous créez une solution digitale, vous avez intérêt qu'elle fonctionne, parce que sinon, vous allez avoir effectivement beaucoup de gens qui ne seront pas tout à fait satisfaits effectivement du résultat. Mais c'est vraiment important de comprendre qu'effectivement, c'est tout un ensemble. C'est un écosystème pour transformer des usines, préparer véritablement les conditions et surtout rendre une usine verte compétitive. À un moment où effectivement nous sommes dans un écosystème mondial complexe, dans des situations économiques particulières, il est important de rester compétitif. Sinon, faute de quoi, tout ce que l'on peut mettre en œuvre sera voué, en tout cas sera à très court terme. Et donc, on doit se projeter dans des domaines sur quand même le long terme. Et donc, c'est important de travailler sur l'innovation pragmatique, de travailler avec des vraies problématiques de terrain, faire de la chasse aux pertes, travailler sur des difficultés que l'on peut rencontrer localement, et donc d'apporter véritablement des solutions. En particulier dans l'univers comme le nôtre, donc vous avez une information sur une ligne sidérurgique, vous avez jusqu'à 200 capteurs qui fonctionnent, donc on est très très instrumenté, et donc chaque capteur peut remonter des données toutes les 10 millisecondes. Donc j'ai la chance d'avoir l'un des plus grands data lakes de France en termes de data, par exemple. Donc réconcilier des données qui viennent de la production, de la maintenance, de la qualité, pour justement générer de la qualité pour nos clients, du service. Donc c'est fondamental. Donc par exemple, la nouvelle ligne qui va être mise à disposition, de travailler avec une start-up pour montrer la visualisation, pour que les opérateurs au plus près du terrain puissent véritablement travailler avec les données, voire même
Nous allons tenter d'utiliser l'IA générative pour interroger les bases. Donc nous allons voir. Pour l'instant, c'est encore exploratoire. Mais en tout cas, nous travaillons véritablement avec des startups sur ces sujets pour nous aider à aller au cœur. Donc nous avons la maîtrise de la donnée pour la centraliser, nous l'approprier. Mais nous utilisons des startups et c'est une startup qui vient d'ailleurs de Grasse, qui s'est installée dans nos labs, donc qui n'a pas eu peur de faire quelques centaines de kilomètres pour développer son activité au plus près de l'industrie, donc à MyData en particulier, donc qui aujourd'hui travaille à nos côtés. Ça veut dire que data scientists et générateurs de data sont ensemble pour véritablement apporter de la valeur au plus près du terrain indirectement. Nous avons aussi des enjeux de sécurité, donc pour nous c'est très important, donc c'est la priorité absolue de notre groupe, et donc nous avons des startups qui permettent de nous faire des rencontres au plus près du terrain. Donc c'est une solution qui est aujourd'hui en solution de mobilité, qui utilise la 5G, que tous nos opérateurs, n'importe quel salarié d'ArcelorMittal, pour les sous-traitants et l'ensemble des participants, est capable donc de pouvoir mener des rencontres de sécurité, de parler sécurité, et tout ceci en intégrant véritablement tout le progrès que l'on peut mettre en place. Donc c'est un grand enjeu de développer des solutions sur des startups, et aujourd'hui c'est une solution qui est en train de se déployer au niveau de notre groupe, au niveau international. Donc c'est la preuve que quand on travaille main dans la main sur des solutions, nous avons aussi une solution qui vient d'une startup qui s'appelle Ultiwatt, qui nous permet d'avoir la mesure énergétique véritablement et un contrôle de nos installations pour vérifier qu'effectivement sur nos installations actuelles mais futures, nous restons sur un produit constant énergétiquement moindre derrière dans notre consommation. Donc c'est important aussi Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses, et pour ce faire, nous travaillons véritablement à non pas toujours incuber les startups. Nous préférons aussi offrir un marché, apprendre aussi à ces startups à trouver d'autres clients, mais aussi à comprendre ce que c'est que l'environnement industriel, à répondre à des problématiques concrètes, avoir aussi l'opportunité de travailler de nos côtés pour utiliser des technologies innovantes comme la 5G, puisque nous en bénéficions, utiliser d'autres technologies comme l'IA ou l'IA générative pour véritablement continuer et faire des passerelles entre ces startups pour qu'elles puissent créer aussi des relations entre elles et non pas travailler de manière silotée. Parce que ce qui intéresse un industriel, ce n'est pas véritablement une solution technique, mais c'est une véritablement solution complète qui répond à des vraies problématiques industrielles et qui génère de la valeur, encore une fois, sinon ça restera pas pérenne dans l'utilisation. Merci David. Alors on peut prendre 2 minutes pour des questions avant un mot de toute fin. En attendant, je vous propose de les applaudir. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, j'en vois une ici. Bonjour François Rey, je me pose la question, dans le hub de la Refactory, on est vraiment autour de la mobilité, c'est-à-dire que les thèmes de la circularité sont directement ou indirectement liés au cœur de métier de Renault. C'est une question. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs thèmes. Il y a la mobilité, l'énergie. Il y a aussi tout ce qui va être lié au réemploi, par exemple, dans les batteries. Et puis après, il y a tout un ensemble d'innovations pour favoriser l'économie circulaire. Donc là, on peut ouvrir sur des solutions, par exemple, la traçabilité dans l'économie circulaire grâce à l'IA, par exemple. Il peut y avoir des solutions pour favoriser des moyens qui vont être associés sur démanteler des véhicules. Enfin, après, il peut y avoir en fait un ensemble d'innovations. Et je pense que le champ d'innovation, il est absolument vaste. Mais c'est vrai qu'après, nous, on est plutôt dans un savoir-faire qui est celui de la mobilité, l'énergie. Voilà. Mais on peut en discuter. Question à tous les deux. Il y a évidemment des belles réussites, des belles histoires. J'imagine qu'il peut aussi y avoir des échecs, des relations avec des startups qui ne sont pas aussi bien passées qu'on imaginait. Selon vous, quels sont les facteurs clés de succès qui font qu'une mayonnaise prend entre un start-up et un grand groupe, et quelles sont les choses à éviter pour que ça puisse effectivement fonctionner comme il faut? Alors c'est une très bonne question. En 30 secondes. Alors 30 secondes, éviter trop l'époque, parce qu'effectivement sinon avoir le bon niveau de relation entre la start-up et un bon niveau au sein de l'entreprise aussi, pour que les gens se comprennent et se parlent avec un niveau de compréhension multiple, d'apprendre de l'un et de l'autre aussi, que le management de la start-up comprenne aussi ce que c'est que la réalité, etc. Et comprenne que chacun des processus et qu'on a un certain nombre de choses, et que même si les groupes sont agiles, il y a des règles, il y a des processus, il y a des standards, et il ne faut pas aller trop vite. Et il faut rester aussi cohérent en termes de développement de stratégie et avoir un client final. Le jour où si la stratégie de la start-up va
on va dire, sans clients et sans débouchés potentiels, c'est là qu'après, il y a un risque de ne pas se comprendre. Tout ce qu'on développe doit avoir un client. Et ce client, etc., peut au contraire aider, accompagner, créer les conditions de la réussite, etc. derrière. Mais il faut se comprendre, il faut se parler au bon niveau et ne pas avoir peur, etc. derrière aussi de se dire les choses, etc. et d'apprendre à travailler ensemble et de créer les conditions du succès. Nathalie? Je dirais simplement, il faut être pragmatique, trouver les bons cas d'usage entre ce que propose la start-up et ce que cherche le grand groupe et être tout à fait lucide sur le niveau de maturité. Pour faciliter en fait la nature des échanges qu'on va avoir. Est-ce que c'est une expérimentation? Est-ce que c'est un développement de co-innovation? Est-ce que c'est carrément du business directement? Merci à tous les deux, merci à tous.